Bonjour à toutes et à tous, je crois que c'est la 4e fois ce matin que j'enregistre cette vidéo. J'espère que cette fois-ci sera la bonne et je vais essayer de ne pas dépasser les 7 minutes désormais rituelles. Cette vidéo, j'ai coutume de la faire le lundi, celle de la semaine dernière était mardi, celle de cette semaine est le mercredi, le décalage s'accroît, le désert augmente. La raison en est simple, je suis aux États-Unis depuis une dizaine de jours. Décalage, décalage, décalage. Bon, le cadre qui est le mien ce matin est celui du Graduate Hotel by Hilton at Yale, à New Haven. Donc c'est cette ville Yale, c'est cette ville qui accueille Yale, ou à moins que ce soit Yale qui accueille la ville, on ne sait pas bien. Un endroit que moi je trouve très agréable. Je conçois très bien qu'on puisse ne pas le trouver agréable. Cette architecture dite de college neo-gothic, d'imitation du style des universités anglaises, à commencer par Cambridge, est peut-être trouvé un peu ridicule. On est quasiment dans une espèce de maquette de ville Playmobil, immeuble flambant neuf pour imitation moyenâgeuse, c'est bizarre. Moi j'aime bien parce que je crois que j'y suis pour un temps. Bref, bon, alors... Je vais faire il y a 2 ou 3 choses que je voudrais dire là, en essayant de ne pas dépasser les 7 minutes. C'est de cinéma et de politique que je voudrais parler, évidemment, ou de politique et de notre cinéma. Jusqu'à hier soir, jusqu'à hier après-midi, j'avais passé cette dizaine de jours aux États-Unis. Certes, la Nouvelle-Angleterre, le nord-est du pays, mais enfin les États-Unis, qui sont les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. Bon. J'avais passé une dizaine de jours sans entendre absolument personne parler de politique. Ce qui, quand même, finissait par me paraître un peu bizarre. Hier et avant-hier et cet après-midi, ce n'est pas à Yale que j'interviens pour des cours, des conversations. On va pas parler de conférences, ce serait quand même un peu pompeux. J'interviens dans des cours, je suis invité à prendre la parole dans des cours. Et ces 3 derniers jours, puisque en fait aujourd'hui va être ma dernière intervention, puis ensuite je reste quelques jours, mais pour plus d'interventions, seulement pour du fun. J'ai été l'invité dans une université qui est située à peu près à 1 heure de train d'ici, donc je prends le train chaque jour, je reviens, qui est une université qui est située dans l'État de New York, on est ici dans le Connecticut, une université qui s'appelle l'université de Purchase. Et hier après-midi, j'ai été l'invité d'une professeure d'origine à la fois argentine et brésilienne, qui s'appelle Paola Alperin, et qui montrait à ses étudiants le film de Kleber Mendonça Filho, bien connu, désormais très connu, en course pour les Oscars, L'Agent secret. Bon, moi je suis pas fou de ce film, contrairement à beaucoup de gens, le film je le trouve trop gourmand cinématographiquement, trop gourmand, disons-le comme ça rapidement. Mais enfin, j'étais ravi de le revoir et d'en parler avec les étudiants, et d'autant plus ravi si je puis dire que Paola et moi, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, évidemment, elle connaissait infiniment mieux que moi, ce qui n'est pas quand même très très difficile, l'histoire du Brésil et de la dictature, donc elle voit beaucoup mieux que moi quelles sont les résonances, ce que peut signifier un tel film dans le contexte brésilien, ce que je suis, bien qu'excellent danseur de capoeira, absolument incapable de mesurer. Bon, ça m'a beaucoup apporté. Mais ce qui m'a apporté encore plus, ce qui m'a surpris, surpris, non, en vérité, j'ai presque envie de dire soulagé, c'est qu'un étudiant, alors j'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est la chose que je ne veux pas oublier de dire, en fait, on ne sait rien, nous, en France, les étudiants américains. On a le folklore du high school film, du film de college de Linklater à d'autres, et ça c'est magnifique. Enfin, moi j'aime bien, j'ai une fascination pour ça, mais la qualité d'un étudiant, ce qu'il fait, comment il parle, sur quoi il travaille, sa structure intellectuelle, moi j'en avais absolument aucune idée. Et je dirais a fortiori dans des grandes universités comme Yale. Je ne voyais pas du tout en fait ce à quoi m'attendre. Et je suis ravi parce que je me suis retrouvé en terrain, je dirais, en terrain ami, en terrain de connivence et d'apprentissage intellectuel. Pour moi, des interventions d'une très très grande qualité. J'ai discuté avec des gens dont j'ai découvert qu'ils avaient la même passion que moi pour le Truffaut critique, etc., etc. Donc ça, je suis absolument ravi. Bon, bref. Je fais parenthèse refermée. Nous sommes maintenant à 4 minutes 21. Et donc hier après-midi, un étudiant prend la parole pour dire que son intervention va être politique. Évidemment, moi, blague, je lui dis, vous voulez peut-être que je parte. Et il explique que ce qui l'intéresse dans le film, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que le film de l'agent secret qui se passe au Brésil en 1977 peut avoir des échos, des résonances avec la situation politique actuelle des États-Unis. Bon, là, 1977, c'est la dictature au Brésil, les États-Unis de Trump. La comparaison est à la fois peut-être, hasardeuse, mais loin d'être illégitime. Et cet étudiant évoque en même temps
quelques autres films qu'il a appelés des conspiracy movies, sortis ces derniers mois, parmi lesquels il compte One Battle After Another, une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson, n'est-ce pas? Mais aussi Bugonia, du grec Yorgos Lanthimos, et peut-être un ou deux que j'ai oubliés. Bon. Et il a mentionné le fait, que, ce que moi j'ignorais absolument, que dans ce qu'on appelle le Tri-State Area, c'est-à-dire ces trois États de la côte Est, que sont le Connecticut où je me trouve, le New Jersey où se trouve Tony Soprano, et New York où Woody Allen ne se trouve plus pour très longtemps, eh bien ce sont des États d'une grande diversité sociale et ethnique, et dans lesquels un certain nombre d'incidents politiques assez graves sont survenus. Alors, pas ces dernières semaines, c'est pas le Minnesota, c'est mais plutôt l'année dernière, et impliquant notamment ICE. Bon, alors, la suite de la journée, je pense qu'il est bien que je reste relativement discret, non pas qu'il y ait de risque, mais enfin, voilà, d'abord, c'est pas moi. La suite de la journée a confirmé ce que cette intervention suggérait, à savoir un contexte, en fait, extrêmement politisé. Je citerai un seul exemple. Dans cette université, des professeurs, des étudiants ont participé, je crois que c'était il y a presque 2 ans maintenant, m'a-t-on dit, à une manifestation dans l'université de soutien à Israël. Ils étaient, je sais pas combien ils étaient peut-être une centaine, quoi. La personne qui à l'époque dirigeait l'université a appelé la police. Et pour évacuer, des professeurs, des étudiants ont passé, mis en garde à vue. Et alors, bon, il est intéressant aussi de savoir que par la suite, cette directrice, grâce the faculty, c'est-à-dire au corps professoral, a été mise à la porte et remplacée par une autre personne. Ce qui dit quand même énorme, ce qui dit quand même, je trouve, beaucoup de choses. Dans la suite de la journée, la discussion a roulé, comme on disait au XIXe siècle, dans les romans du XIXe siècle, sur bien d'autres sujets, et je dépassais 7 minutes, et c'est tant pis, parce que cette fois la prise, c'est la bonne, a roulé sur bien d'autres sujets, et pour la première fois, quelqu'un m'a demandé si je considérais que, on parlait alors du film d'Oliver Sacks, si je considérais que les rave parties, filmées par Oliver Sacks, dans son film Sirat, pouvait avoir un rapport avec la fête, je crois, c'était le festival musique, qui se déroulait à très peu de distance de la Palestine, la veille du 7 octobre. Bon. Et je n'avais jamais pensé à ça. Je ne pense pas que ce soit le cas. J'en sais rien, évidemment. Je ne connais pas Oliver Sacks, je n'ai pas la possibilité de poser la question. Je ne me considère absolument pas comme une autorité en matière de politique, mais après une dizaine de jours où j'avais le sentiment d'une certaine façon que c'était davantage par les contacts et amis français, je connais beaucoup de gens en France, que je pouvais être tenu au courant de l'actualité politique américaine, parce qu'ici personne ne m'en parlait ou n'en parlait. J'ai éprouvé comme une sorte de soulagement, mais disons que les choses... Soulagement est un mot malvenu, mais les choses sont d'une certaine manière pour moi revenues à leur place, grâce à ces quelques interventions d'hier après-midi. Bon, je vais ouvrir un deuxième chapitre. Ce sera donc une vidéo en 2 chapitres. Le premier chapitre est clos, j'ouvre le deuxième, mais il va être beaucoup plus bref que le premier. Ici commence le deuxième chapitre de cette vidéo en 2 chapitres. J'ai eu évidemment... je suis ici, on pourrait dire pompeusement pour des conférences, mais enfin il s'agit bien davantage d'être invité à des cours, de prendre la parole, de discuter avec les étudiants. Il y a 2 ou 3 choses qui se sont plus ou moins apparentées à des conférences, avec la nécessité de préparer un fichier Keynote ou PowerPoint. Le mien, vraiment, le premier que j'ai préparé, heureusement qu'il s'agissait de Serge Danet du cinéma polonais, parce que c'était effectivement un Keynote très polonais, avec une esthétique d'Europe de l'Est, mais vraiment extrêmement daté. Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait rien, il y avait 2 images, enfin c'était un désastre. Le second keynote, c'est quand même un peu plus élaboré. Bon, pour parler d'ailleurs, évidemment aussi de Danet et de ce qu'il entend par cinébiographie. Mais ce dont je voudrais parler, c'est pas ça. C'est de 2 discussions que j'ai eues sur la critique de cinéma. D'une part, dans ce workshop Film Criticism, dont il y avait cette si belle affiche où j'ai l'impression de flotter comme ça dans la fin on connaît la chanson. On était un petit nombre, un petit groupe, mais peu importe, c'était absolument extraordinaire, j'ai trouvé.
Et puis, avant-hier, lundi, un déjeuner, donc dans cette université que j'évoquais tout à l'heure, à Purchase, État de New York, 1h10 de train, c'est assez simple. En fait, vous sortez d'ici, vous allez à pied jusqu'à la station de New Haven, c'est 50 Grand Avenue, Union Avenue. Vous faites marcher 25 minutes, il fait un peu froid, mais c'est vivifiant. Et puis vous pouvez faire comme moi, ça marchait très vite, parce que Danny marchait très vite, donc j'essaie de voir ce que ça veut dire marcher très vite. Vous prenez le train, soit vous descendez à Stamford et on vient vous chercher, soit vous changez à Stamford pour Rye, vous êtes en 1h15, extrêmement simple. Et donc j'ai déjeuné avec quelques étudiants qui ont un fanzine qui s'appelle Cinema Row. Bon, la discussion est absolument passionnante, où il y a des questions de la mort de l'auteur, de mon approche à moi, qui effectivement reste assez autoriste, et malgré tout, c'est quand même, je sais un petit peu ce que Barthes entendait par la mort de l'auteur, et c'est des choses qui me parlent. Bon, bref, mais surtout ce sur quoi je voudrais insister dans ce deuxième chapitre, dont je voudrais vraiment que ce soit plus bref que le premier, c'est il y a un sujet qui est devenu inévitable aujourd'hui, dès lors qu'on parle de la critique, peut-être un peu plus encore inévitable ici qu'en France, c'est Letterboxd. Chaque fois on me demande qu'est-ce que vous pensez de Letterboxd, est-ce que vous avez un compte sur Letterboxd, est-ce que vous êtes le meilleur sur Letterboxd, combien d'étoiles sur Letterboxd, 2 étoiles et demie, 3 étoiles, est-ce qu'il faut aller sur Letterboxd, est-ce que vous avez Letterboxd en France, est-ce qu'il y a l'électricité en France, est-ce qu'Emmanuel Macron est encore président, parce que s'il l'est on va pas venir, est-ce qu'Emmanuel Macron a Letterboxd, ce genre de choses. Bon, alors moi j'ai ouvert un compte Letterboxd il y a je sais pas 2 mois, parce que justement, je voyais que le sujet devenait plus ou moins incontournable, comme on disait en 1986. Et je ne l'ai ouvert qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il n'était absolument pas requis de mettre les étoiles. J'ai suffisamment souffert de cette connerie de conseil de 10 réinstaurée par le Monde quand je suis devenu rédacteur en chef, pour pas maintenant que je suis un tout petit peu émancipé, devoir me réimposer cette douleur. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'a dit un des études. D'abord, le sujet Letterboxd devient un sujet. Comme dirait Hervé Aubron, c'est un sujet. Mais ce qui est intéressant aussi, et peut-être encore plus, c'est le rapport entre Letterboxd et la critique. Et c'est cette espèce de nécessité où semble mettre Letterboxd, il semble que Letterboxd mettre ses utilisateurs de trouver l'accroche, la phrase qui va résumer. Moi j'en ai vu une qui m'a beaucoup fait rire à propos d'Hurlevent, là. Quelqu'un disait Émilie Brontë est morte d'une maladie très grave, j'ai oublié laquelle, mais quand même le film Hurlevent reste la pire chose qui soit jamais arrivée. Moi c'est pas mal ça, c'est assez drôle, j'aurais été content de le trouver. Mais il faut bien dire, et l'étudiant d'Yale, je crois qu'il s'appelait, j'oublie son prénom, peu importe, Nathaniel, qui est intervenu, le disait très justement, il disait c'est presque de la critique ce qu'ils font. It's almost film criticism. Et en fait, il y a presque une... Je m'arrêterai là, mais je ferai presque une remarque sur une sorte d'inversion, en fait. On pense que ce qui définit avant tout un critique, c'est le jugement. Et c'est pour certains l'espèce d'ivresse qu'on suppose que le critique ressent à pouvoir, comme ça, prononcer des jugements. Et prononcer des jugements, c'est ce que font les utilisateurs de Letterboxd, dont la plupart ne sont pas critiques professionnels. Et moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que la critique commence à partir du moment où quelque chose du jugement est mise à distance. Donc, moi, j'utilise Letterboxd, je ne mets absolument pas, et c'est une évidence de punchline, même si j'en ai, je pourrais en avoir, j'en ai en réserve, là, dans mon sac de gags, mais le travail commence à partir du moment où on passe au-delà. Alors les gens disent oui, c'est quand on est au-delà du j'aime pas. Oui, c'est un peu ça quand même. Voilà. Donc 13 minutes 47, 48, 49, on arrive presque à 14 minutes. Ici, vous avez vu, j'ai un trophée. J'ai le trophée du meilleur podcast en chemise verte. Meilleur Substack en chemise verte, c'est pas mal. Et puis là, on me voit pas parce que c'est pas moi qui suis là. Et là, c'est une erreur. Je vous salue bien.